Anton, bonjour. Bonjour Cyril, Merci de reparticiper à l'interview objective. Cette saison, plaisir. on va parler du product management. Et pour les gens qui ne t'ont pas encore vu dans la première interview qu'on a fait ensemble, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr. Moi c'est Anton Zani, je suis maintenant Head of Product chez Coldesk depuis plus de 4 ans, ça va vite. Et chez Coldesk, ce qu'on fait à la base, c'est des callbots, des assistants conversationnels vocaux plutôt pour l'entreprise, pour le service client, donc pour remplacer les fameux tapé 1, tapé 2. Et avec le temps, on a un peu étoffé notre portefeuille de produits en faisant aussi des chatbots, donc la version peut-être même plus connue en texte, mais aussi en faisant une app qui nous permet de gérer ces bots, de les créer, de les entraîner et de donner la main aux clients une fois qu'on leur a livré les bots pour qu'ils puissent en faire ce qu'ils veulent. Ok, top. Et on a une histoire commune entre Limpide et Coldest, on fait partie du Pépite Shaker et on s'était rencontrés comme ça à l'époque. Et depuis, on crée du contenu ensemble. On a même fait des apéros visio avec les gens qui ont participé au recueil Objectif. Et Exactement. donc, du coup, sur cette saison-là, on va parler produits digitaux. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que vous est venue l'idée du produit dont tu parlais et quel était le besoin utilisateur, voilà, quel était le bénéfice client, quelle est la genèse de ce produit? Bien sûr. Coldesk, ça s'est créé fin 2016, début 2017, à une époque où les technos, même dans les téléphones type Siri, Alexa, n'étaient pas encore très développés. Donc l'intelligence artificielle conversationnelle existait plus dans le plan académique et théorique que dans des applications commerciales. Et on s'est dit que c'était quand même un peu l'enfer de parler à un service client. Alors ça l'est toujours en grande partie, mais on espère qu'on a un peu contribué et que d'autres comme nous ont contribué à améliorer tout ça. Mais à l'époque, quand on voulait appeler une grosse boîte, on tombait très souvent sur un serveur vocal interactif. Donc taper 1, taper 2, on n'a pas forcément les choix qu'on aimerait avoir. Ensuite, on avait des temps d'attente qui étaient plus ou moins longs, des agents qui découvrent le dossier. Alors souvent, c'est pas leur faute, mais il faut leur réexpliquer. Et des transferts entre agents qui font que c'était un peu la croix et la bannière d'avoir une réponse, voire une résolution de son problème. Ça, c'était encore plus compliqué. Du coup, on a tous vécu ça, je pense. Nous-mêmes, à l'époque, on appelait beaucoup pour plein de raisons. On avait été tous en déménagement, ouverture d'une nouvelle connexion Internet dans un nouvel appartement. Enfin, voilà, c'était vraiment les petits problèmes du quotidien. On s'est dit, ces technologies de traitement du langage naturel sont à un stade quasi commercialisable. Pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas ça pour le service client et qu'on ne fluidifierait-on pas, pardon, une partie au moins de cette expérience-là, que ce soit remplacer les choix, peut-être même sur certains cas assez simples, ne plus avoir besoin de parler à un humain pour ça, des choses où je veux mettre à jour mon adresse. Bon, un humain peut le faire, mais une technologie un peu plus simple peut le faire aussi. Donc voilà, donc on a commencé comme ça, et au début, notre produit, ce n'était que ça, le callbot pour le téléphone. C'était vraiment notre POC, notre MVP. Et avec le temps, on a commencé à créer une application, on a commencé à créer d'autres canaux de conversation. Et voilà, nous voilà en 2022 avec tout notre petit portefeuille produit dont je te parlais. Et merci, c'est très clair. Nous, on le voit, tu as utilisé le mot-clé quand on fait du product management, le POC. C'est vrai que nous, souvent, quand on crée un POC, on est amené à étudier les usages autour de ce produit-là pour le faire évoluer dans le temps. On utilise différents outils, différentes technos. Vous, aujourd'hui, sur l'évolution du produit Codesk, est-ce que vous avez des KPI, des métriques que vous suivez et par quels moyens vous les suivez, avec quels outils? Bien sûr. Alors, on a, je pense, trois grands types de métriques. On a les métriques vraiment techniques de la plateforme, parce que pour faire tourner ces bots, pour faire tourner ces conversations, il faut une plateforme. Donc, nous, on est hébergé totalement en serverless chez AWS. Maintenant, on a même plusieurs instances d'AWS en Europe qui font que s'il y en a une qui saute, ce qui arrive assez rarement, mais qui arrive, il y a l'autre qui prend le relais.
Donc, on a plein de métriques qui sont suivies par notre team plateforme d'ingénieurs sur la disponibilité, sur la scalabilité, combien typiquement on a de containers de conversation, c'est-à-dire combien de conversations peuvent être lancées à un moment. Si on a un pic de charge qui arrive chez un de nos clients ou pire chez plusieurs clients à la fois, est-ce qu'on est capable de décrocher instantanément, entre guillemets, ou est-ce qu'on est capable de répondre instantanément en mode chatbot à quelqu'un qui contacte le client. Donc, on a tous ces métriques-là qui sont loguées dans CloudWatch d'AWS et qui sont surveillées comme le lait sur le feu avec des alertes prédictives au cas où si on se dit, bah, là, il y a un truc qui risque de péter, il faut qu'on soit prévenu, il faut qu'on puisse s'adapter. Ensuite, on a les métriques de performance des bots. Alors ça, on a passé beaucoup de temps, notamment au produit, à réfléchir à ça. Euh, Originellement, on est parti avec des métriques qui étaient plutôt techniques aussi, c'est-à-dire taux de compréhension, durée des conversations, nombre de conversations qui se sont terminées par un échec. C'était des métriques qui étaient à la fois, là, je pense, pour nous rassurer sur le fait que la techno marchait, parce qu'on était un peu les pionniers dans cette application de la techno pour le service client, mais aussi pour rassurer les clients. Alors, nos premiers clients qui, bah, pour le coup, nous voyaient vraiment, comme tu disais, comme un POC, pour leur montrer que ça pouvait fonctionner et que la techno était prête, mature pour gérer des conversations. Avec le temps, on est passé à une logique plus métier. On a compris ce qui étaient les indicateurs pivots qui faisaient que l'expérience allait être un succès ou un échec. Et on a créé une méthodologie qu'on présente à tous nos clients, qu'on a appelée le CPE. Alors, c'est pas ton meilleur ami au collège, hein, mais c'est un peu le même acronyme. C'est pour essayer de classifier les types de conversations. Concrètement, une conversation entre un user, un usager, un humain et un bot, qu'elle soit en chat ou en voice, elle va se terminer de 4 manières différentes. Et on a vraiment essayé de prendre du recul par rapport à toute la technologie, toute la plomberie pour arriver à ce côté très métier de la conversation. Soit c'est un succès. Donc j'ai appelé, j'avais un problème, j'ai eu ma réponse, mon problème est résolu. Soit c'est un échec. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que c'est un échec du fait de l'utilisateur ou est-ce que c'est un échec du fait de la technologie? Si c'est du fait de l'utilisateur, qu'on avait un peu oublié au début, parce que justement, on se focalisait vraiment sur l'aspect est-ce que ça marche la techno, il y a deux raisons. Soit l'utilisateur, il n'est pas coopératif, il ne veut pas interagir avec la technologie, et ça arrive souvent lorsqu'on appelle un service client, beaucoup de gens croient encore tomber sur un humain. Et ils préféreraient presque, c'est un cas aux extrêmes, mais ce qu'on appelle un edge case dans le métier, mais ça arrive encore assez souvent, ils préféreraient presque parler à un humain après 10 minutes d'attente que parler à un robot tout de suite. Donc, on a des gens qui ne sont pas coopératifs et qui vont raccrocher, qui vont demander à être transférés à un humain, qui vont être absents aussi, ils vont poser le téléphone et ils vont juste le laisser tourner. Et donc, tout ça, c'est des cas de non-coopération qui font que même si ton bot, il marche parfaitement, bah, si l'utilisateur ne veut pas interagir avec, tu ne vas pas réussir à arriver à un succès. Et on a aussi des cas où l'utilisateur est de bonne foi, veut interagir avec toi, mais il n'est pas éligible au cas d'usage. Donc, typiquement, si j'appelle et que je tombe sur un numéro client, alors que moi, je ne suis pas client de la boîte, bah, ça risque pas de marcher. Si on me demande mon numéro de contrat, mais que j'ai perdu ma facture, ça ne va pas marcher. Et donc, ça, c'est de la non-éligibilité. L'appelant n'est pas ou l'utilisateur n'est pas éligible au cas d'usage. Donc, nous, on essaie de traquer tout ça côté humain, pas pour leur dire vous faites mal votre métier de consommateur, ça n'a aucun sens, mais pour essayer de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience de ces gens-là, soit pour qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas éligibles avant, peut-être qu'ils ont été mal aiguillés, soit pour essayer de les rassurer sur le fait que bah, bien que ce soit un robot, ça va bien se passer et ça ne sert à rien de raccrocher, on va réussir ensemble à lui apporter la réponse. Et enfin, dernière catégorie, du coup, la performance, donc le P du CPE. Bah là, c'est les trucs plus classiques. Est-ce que le bot comprend ce que je lui raconte? Et est-ce que les API du client, parce que très souvent, on est connecté à la base de données du client via une API, sont disponibles? Et donc, une fois qu'on regarde tout ça et qu'on a la vision sur la coopération, la performance et l'éligibilité, bah, un peu par soustraction, on peut en déduire le succès. Donc nous, chez Codedesk, on définit une conversation en succès comme étant une conversation où l'appelant a été coopératif, a été éligible et la technologie a été performante.
Oui, tu soulignes un point assez important là sur la partie API. C'était une question qui me brûlait les lèvres. J'imagine que comme aujourd'hui vous travaillez avec des centres d'appel qui traitent des milliers et des milliers d'appels par jour, ou voire même par heure, vous avez une connexion avec le CRM qui est assez forte, enfin avec différents outils qui doivent être implémentés. Aujourd'hui, est-ce que c'est un point que vous développez vous-même quand l'API n'existe pas? Est-ce que les API existent déjà chez le client? Comment est-ce que vous fonctionnez Ouais. sur cette partie un peu plus technique? Alors, il y a un peu tous les cas. En général, le client a une API. Il n'appelle pas forcément ça une API. Parfois, c'est un peu des boîtes, pas à l'ancienne, mais qui vont avoir des choses on-premise. Donc, ils ne sont pas dans le cloud encore. Ils ont encore leurs installations, leurs serveurs chez eux, qui vont plus te parler de web service. Ils vont faire rendre disponible une partie de ce serveur pour se connecter à l'extérieur. Donc, ils ont une architecture et c'est nous qui devons nous adapter à cette architecture. C'est le cas le plus commun et historiquement, c'était un travail qui était fait par notre équipe technique en collaboration avec l'équipe technique du client pour comprendre les contrats d'interface et faire en sorte que le bot puisse s'y connecter. Avec le temps, et on y arrivera peut-être ensuite à la partie qu'est-ce que vous avez dans votre roadmap, bah, on s'est dit c'est un peu gâché, c'est un peu dommage de réserver des compétences et de la bande passante technique à ça. Surtout qu'on voit apparaître de plus en plus d'applications low-code ou no-code qui te permettent de faire des connexions avec des API, avec ce genre de choses. Donc, on a fait notre propre connecteur API et maintenant, ce sont nos équipes CSM qui se connectent directement chez le client. Il existe aussi parfois le cas un peu plus rare où le client n'a pas ni de serveur ni d'API et auquel cas, bah, c'est presque mieux pour nous parce qu'on l'aide à concevoir son API au sens large et pas juste à se connecter à quelque chose qui existe déjà et donc à devoir s'adapter à ça. Ok. Et du coup, bah là, ce dont tu parles, c'est assez intéressant parce que nous, on le voit aussi hein, comme on fait du sur-mesure selon les clients. Parfois, on a des écosystèmes, des architectures qui sont très, très poussées, très expertes. Et on a à l'opposé des gens qui fonctionnent encore avec du tableau Excel sur certains points de leur méthodo. Et du coup, dans ce cadre-là, nous, quand on s'implémente, dans le cadre d'une refonte, par exemple, dans le cadre d'un site internet, pardon, on a deux options, c'est une refonte ou des quick wins pour faire évoluer le site ou même un produit, hein, ça fonctionne aussi pareil. Et vous, sur le produit en lui-même, comment est-ce que vous le faites évoluer dans le temps? Est-ce que vous avez déjà effectué des refontes globales? Est-ce que vous faites du quick wins? Est-ce que le produit évolue avec une roadmap déjà prédéfinie dans le temps? Ouais, alors on essaie d'avoir une roadmap, on essaie de la rendre réaliste, c'est-à-dire qu'au-delà de 6 mois, bon, c'est du brouillard de guerre, hein. Ceux qui disent qu'ils ont une roadmap à 5 ans, Oui. j'aimerais bien voir la probabilité de réalisation de ce qu'ils ont mis pendant 5 ans. Mais quand on regarde un peu le passé, notamment sur le produit studio, donc notre application, sur les callbots, on a été mature assez vite. Le callbot fonctionnait et on utilise pas mal de services externes. Donc, on a notre propre moteur de compréhension du langage naturel. Ça, c'est très important. Mais sur tout ce qui est synthèse vocale et compréhension vocale, donc ce qu'on appelle speech to text et text to speech, on utilise des composants externes. Donc, ces composants-là s'améliorent au fur et à mesure que les providers les améliorent. Bon, globalement, c'est les GAFAM. Ils ont des armées d'ingénieurs pour faire ça. Et c'est pas exactement notre métier que de transcrire de la voix en texte. Notre métier, c'est d'apporter une réponse en lien avec les problématiques des clients, etc. Donc, sur le callbot, on a été mature assez vite. En revanche, sur le studio, on a eu vraiment 3 grandes étapes. Et ça nous permet, quand on regarde un peu le passé, de se projeter en disant qu'on risque d'avoir des étapes similaires à l'avenir. La première, ça a été de créer une interface graphique pour que les développeurs chez nous aillent plus vite dans la création de bots. Donc au début, c'était les techs, l'équipe technique qui faisait les bots et c'était du code, la toute première version. Là, ils se sont dit, on va faire une interface graphique, ça ira un peu plus vite. Mais hormis ce moteur de graphe, tout le reste, toutes les autres fonctionnalités, c'est-à-dire déployer mon bot sur un numéro de téléphone ou surveiller les performances en production, c'était du code. Après, on s'est dit, bon, c'est un peu dommage, pareil, que la bande passante technique soit focalisée à faire des réalisations pour nos clients plutôt que de nouvelles fonctionnalités. Et du coup, on s'est dit, on va ouvrir ce studio à nos équipes non techniques, qui sont plus proches du client, donc les sales, les CSM. Donc là, on est plutôt passé à une logique low-code.
Et la dernière étape qu'on a franchie, je pense, l'année dernière, ça a été de se dire, ouvrons-le carrément aux clients. Puisque les clients sont de plus en plus friands d'être, comme ils disent, hands-on sur le produit, de pouvoir eux-mêmes influencer sur quelque chose qu'on leur a livré. Et du coup, on a tout passé en quasi no-code avec des familles de fonctionnalités, la supervision, l'entraînement, le monitoring, où on forme les clients pour qu'eux-mêmes puissent après utiliser le studio. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les plus gros utilisateurs de notre app, alors que ça a été une app qui a été à la base faite en interne pour l'interne, ce sont nos clients, voire nos partenaires aussi, qui utilisent notre technologie dans le cadre du déploiement de projets chez leurs propres clients. Ok, ça c'est vraiment hyper intéressant Voilà. comme méthode. Ouais, c'est top. Nous, on a un client qui s'appelle Unique, je leur fais un petit coucou, qui est un acteur des télécoms et qui, pareil, en fait, a mis en place une plateforme sur laquelle on travaille, un produit digital, qui est une plateforme d'aide à la vente pour un réseau de partenaires, de revendeurs. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'un outil qui est plutôt interne, entre guillemets, pour aider les partenaires, en fait, est un élément quasiment central dans leur business, puisque ce réseau de partenaires est gigantesque et on démultiplie sa force en investissant sur un produit plutôt que recruter des armées de commerciaux ou faire des discounts à tout va. Donc, c'est assez intéressant cette évolution des mentalités parfois sur comment un produit qu'on avait imaginé pour se simplifier la vie peut devenir en fait essentiel au business, quoi. Et, euh, Exactement. et, Exactement. euh, et justement, côté business, évolution de la boîte, est-ce que pour terminer cette interview, tu voudrais nous partager une actualité qui arrive dans les prochains mois chez Coldesk? Oui, ouais, bien sûr. Mais qui d'ailleurs est en lien avec un peu ce qu'on va faire sur le produit, donc ça souligne très bien ce que tu viens de dire. Donc en ce moment, on s'étend pas mal à l'international, à la fois via nos clients existants. On a de grandes maisons françaises qui sont implémentées à l'international et vis-à-vis desquelles on a fait nos preuves en France et qui veulent maintenant répliquer ce qu'on a fait en Europe, en Amérique du Nord, dans d'autres langues. L'avantage, c'est qu'on peut le faire assez facilement puisque, comme je disais, on a la maîtrise sur le moteur de compréhension de langage naturel et que ce moteur est langage agnostique, c'est-à-dire qu'en fait, il comprend pas des mots, il comprend des sons. Et vu que toutes les langues humaines se basent sur des sons, c'est finalement assez facile pour nous de rajouter une nouvelle langue. Donc on a fait ça d'abord avec les langues assez proches du français, et maintenant on en explore un peu, on va vers des langues un peu plus exotiques, et on a notamment avec un partenaire dans les pays du Golfe créé le premier callbot en arabe qui marche avec les mêmes performances qu'en français, et ça, on est arrivé assez vite à ce niveau-là, on était même nous-mêmes assez étonnés et avec lequel on va bientôt annoncer un partenariat stratégique pour étendre cette technologie dans des pays qui sont peut-être un peu moins explorés par notamment les GAFAM et les grosses boutiques de la tech. Donc, dans le cadre de cette extension à l'international, on s'est dit que pour faire passer d'autres cliquets, notamment à notre app et à nos bots, il fallait qu'on ouvre vraiment cette force qu'on avait qui était le moteur en langage naturel et qu'on donne la possibilité à l'utilisateur d'ouvrir cette boîte noire et de contrôler un peu ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle, notamment pour l'adapter aux différentes langues, notamment pour gérer le multilingue, parce qu'on maintenant on a des problématiques des appelants qui on ne sait pas finalement la langue qu'ils vont parler, donc on a besoin de détecter la langue sans que l'appelant ait à dire je parle français ou je parle anglais ou je parle arabe. Et du coup, en ce moment, on travaille beaucoup sur comment est-ce que on ajuste automatiquement la performance en donnant un feedback à l'utilisateur sur ce qu'on est en train de faire. Par exemple, si je crée un bot en anglais, il y a ce qu'on appelle le niveau de confiance du moteur de langage naturel, qui est un élément très important dans l'IA conversationnelle. C'est en gros à quel point quel est le pourcentage minimum que le bot doit avoir pour se dire j'ai compris ce que l'appelant m'a dit. C'est jamais 100. Le principe de l'IA, c'est jamais 100, c'est jamais 0. Par exemple, pour une langue donnée, ça va être 50%, mais le même bot dans une autre langue, ça va être un autre pourcentage. Et donc, on essaye vraiment maintenant de scaler en termes de langue, scaler en termes d'implémentation et en termes de capacité de notre moteur pour gérer des choses qu'avant on ne regardait pas parce qu'on était très franco-français jusqu'à il y a encore 2-3 ans.
Ok, top. Bah, c'est hyper intéressant ça et j'imagine que c'est des choses qu'il faudra suivre sur votre site internet. On mettra le lien en dessous de la vidéo. Eh bien, merci beaucoup Exactement. Anton pour cette interview, cette nouvelle interview. Peut-être à bientôt pour une troisième interview, on verra. Et puis Avec bonne journée. plaisir. À Ben, bientôt. merci à toi, Cyril. Bonne journée.